Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics et bande dessinée préféré pour un nouvel épisode du format Super Friends. C'est dans ce format que l'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture bande dessinée par leur travail. Un épisode spécial autour de l'album Silent Jenny qui vient de paraître au Label 619 chez Rue de Sèvres. Un gros pavé de plus de 300 pages, écrit et illustré et mis en couleur par Mathieu Bablet, qu'on a le plaisir de recevoir une nouvelle fois dans ce podcast. Salut à toi Mathieu. Salut Arnaud. Est-ce que tu vas bien ? Bah oui, écoute, tout roule. Tout roule pour toi. Alors, bien entendu, un épisode de Super Friends un peu spécial puisque, en réalité, il s'agit du 4e épisode officiel ou officieux de la mini-série Inside Silent Jenny qu'on a fait ensemble. Mathieu, on avait fait 3 épisodes entre 2022 et 2025 pour simplement t'accompagner dans ton processus créatif. Mais là, on est vraiment dans un épisode plus standard où on va pouvoir un peu discuter de l'ensemble, de tes idées, de tes thématiques aussi et du déroulé de l'histoire de Silent Jenny, parce que dans les 3 épisodes qu'on a fait ensemble, en fait, on parlait vraiment juste de travail sans trop s'épancher, même si on les abordait un petit peu à un moment ou à un autre, des personnages, des thématiques et tout ça. Donc, petit disclaimer, bien évidemment, on vous recommande largement d'avoir lu Silent Jenny avant d'écouter ce podcast, puisque on va pas prendre de pincettes. Là, on est pour aller dans le fond de l'histoire, d'aller à 10 puissance moins 10, comme ton héroïne dans le degré de profondeur de l'exploration. Donc d'abord, de toute façon, une première question, et c'est peut-être celle que je me suis retenu de te poser pendant tous les épisodes qu'on avait fait auparavant. Pourquoi Silent Jenny ? Juste, est-ce qu'on peut partir d'abord du titre, puisque est-ce que c'est par là déjà d'abord que ça commence en fait une création d'album, ou est-ce que c'est venu autrement ? Alors après, il faut savoir, alors souvent un album ou un projet, t'as un titre de travail et tu te dis jusqu'au bout, bon, c'est mon titre de travail, il faudra que je trouve un titre définitif à la fin, et puis finalement ton titre de travail, ça reste ton titre définitif. Donc Silent Jenny, c'est un titre qui est arrivé assez tôt et qui marquait mon envie d'avoir un album quasi muet, ce qui n'a pas marché. Alors, je dirais pas que c'est un échec. Je dirais simplement que ça n'a pas fonctionné. Mais ouais, il y avait cette envie, en fait, un peu étrange, mais de revenir un peu à ce que j'avais fait sur Adrasté, qui est un peu, enfin pour moi, tu vois, Adrasté, c'est un heureux accident, quoi, vraiment, parce que La Belle Mort, ma première BD, bon, je le vois vraiment comme une œuvre de jeunesse, quoi. Enfin, tu vois, tu fais tes armes sur ton premier album, point. Adrasté, j'avais pas beaucoup plus d'expérience, et il y a un truc qui se passe, quoi. J'aime vraiment particulièrement cet album, et je trouve qu'il y a un truc qui se passe sur les silences, sur la contemplation, alors qu'on retrouve un petit peu quand même sur les autres albums, bien sûr, mais cette conclusion quand même, putain. Ouais, oui. Ce final j'ai pas fait mieux depuis. Qui me hante. Mais en tout cas, enfin, tu vois, il y avait cette envie de revenir un peu à cette forme de narration là, voilà, qui m'avait un peu manqué, que j'avais un peu mis de côté sur Shangri-La, qui se retrouvait par certains moments sur Carbone et Silicium, et voilà, l'avoir un peu plus franchement sur Silent Jenny. Parce que t'avais déjà des passages quand même assez contemplatifs dans Carbone et Silicium, mais tu voulais quelque chose d'encore plus alors. Ouais. Oui, parce que il y a 2 problématiques. C'est vrai que la narration par l'image, enfin, tu vois, la narration visuelle, enfin, j'adore, quoi. Enfin, tu vois, vraiment se passer de texte et arriver à faire comprendre des choses potentiellement un peu complexes, je trouve ça chouette. Et puis, parce que ça va aussi dans ma démarche de moins expliquer mes scénarios, tu vois. Enfin, il y a vraiment, pour moi, un gap d'écriture entre Shangri-La et Silent Jenny aujourd'hui sur faire de la SF qui n'est pas explicative. Enfin, tu vois, ça me paraissait important, il y a 10 ans, quand Shangri-La est sorti. Et plus du tout aujourd'hui, je suis vraiment dans cette démarche de me dire, si tu veux apporter un message à un lectorat, il faut qu'il le ressente, ce message, pas qu'il l'intellectualise. Et parce que je pense que c'est beaucoup plus efficace en fait de ressentir les choses, où tu vas pas sortir d'un bouquin où tu as intellectualisé le message en disant voilà, c'est un game changer, maintenant ma vie je vais la vivre complètement différemment, mais quelque chose qui te prend aux tripes et que tu peux vivre. Pour moi, c'est des sentiments qui sont beaucoup plus durables dans le temps, en tout cas après la lecture d'une œuvre. Et donc voilà, retrouver cette narration, un peu de l'émotion, cette narration un petit peu du coup un peu plus silencieuse. Donc ça, c'était un peu le postulat de base, d'où Silent Jenny.
qui n'est pas complètement respecté vis-à-vis des nombreux dialogues qu'on trouve dans l'album. Et pour autant, alors de un, Silent Jenny, s'exprime assez peu. Et c'est aussi une forme de build-up, quoi. C'est-à-dire, Jenny, elle est silencieuse jusqu'à un certain point, jusqu'à la quasi fin de l'album où elle explose, où vraiment là elle hurle, et ce hurlement, tu vois, c'est tu vois l'antithèse de ce qui la définit elle en tant que personnage un peu discret et renfermé sur elle-même, où là vraiment toutes ses émotions elles sortent et elle sort d'elle-même tout le désespoir qu'il habitait. Donc le titre est aussi une espèce de réponse à cet événement-là. D'accord. Ce qui est bien, c'est que donc avec Silent Jenny, on reste dans la science-fiction. Donc c'est le troisième volet de ton triptyque de SF. Mais tu voulais donc continuer dans ce registre particulier, tout en changeant en fait le style de SF que tu allais explorer. Oui, de toute façon ma peur c'était de me répéter, enfin tu vois, vraiment de faire peu ou prou ce que j'avais fait précédemment. Parce que ça aurait pas été très intéressant, quoi. Donc il y avait cette envie, déjà graphiquement de me faire plaisir, c'est-à-dire que Shangri-La, c'était de la SF très académique. Tu vois, par exemple, par rapport à Frontières de Guillaume Singelin, où ça va explorer d'autres planètes, d'autres systèmes solaires. Non, là, rester autour de la Terre. Tous les designs étaient inspirés de de l'ISS, des fusées contemporaines, quoi. Donc, c'est pas ultra funky. Carbone et Silicium, malgré le fait que les deux personnages voyagent autour du monde, finalement c'est très contemporain aussi. Donc là je voulais vraiment, en termes de dessin pur, vraiment retrouver une espèce d'exubérance dans les décors, dans les paysages, dans l'architecture, avoir des choses un peu grandioses, quoi, me faire plaisir. Donc voilà, donc ça a impliqué une SF beaucoup plus lointaine dans le temps, du post-apocalyptique, mais post-apocalyptique qui soit pas calqué sur Mad Max et tout ce ou La Route ou que sais-je, quoi. Donc voilà. Et puis après, en termes de thématique, effectivement, j'avais fait l'espèce de pamphlet anticapitaliste sur Shangri-La. Il y avait le côté collapsologie sur Carbone et Silicium. Donc là, Silent Jenny, c'était le versant écologique, quoi. C'était la nature dans les interdépendances que les humains ont avec elle. Oui, parce que tu parles de post-apocalyptique plus ou moins lointain, mais au rythme où ça va, on peut dire quand même que Silent Jenny, ça se passe dans 10-15 ans, quoi. Oui, mais tu vois, il y a 4 ans, on vivait dans un autre monde. Là, effectivement, il y a une espèce d'accélérationnisme qui fait que oui, on n'en est pas loin. Oui. Alors justement, tu avais des envies graphiques, donc tu avais des envies de dessin en fait qui t'animaient vraiment à la base de ce projet. C'est quoi les premières envies qui se matérialisent? C'est donc les décors différents, c'est les structures, notamment parce que l'un des concepts clés de ton bouquin, c'est ce qu'on appelle les monades, donc des gigantesques villes-bateaux, pour faire simple. D'ailleurs, après, les gens qui nous écoutent ont lu le bouquin, mais si tu pouvais le pitcher juste en une phrase, comment est-ce que tu décrirais le bouquin si jamais quelqu'un est complètement fou et veut écouter ce podcast sans avoir lu la avant BD. De se faire spoiler. C'est donc Silent Jenny, c'est dans un monde désolé où l'humanité vit en petites communautés dans des espèces de bateaux roulants qu'on appelle les monades. Parce qu'il y a plus d'eau forcément. Hein. Ensuite, Jenny qui cherche les dernières traces ADN des insectes pollinisateurs parce qu'ils ont disparu, pour essayer de trouver des abeilles, les cloner et espérer revenir dans le monde d'avant, le monde où il y avait encore des cultures, où il y avait encore une forme de système qui fonctionnait. Et donc voilà, donc là je reviens sur la question juste avant, c'était les monades, le premier truc que t'as couché sur papier pour cette recherche d'envie, comment ça s'est construit? C'était alors le premier truc, c'est un kiff de dessinateur, c'est le côté rapetissement. C'est vraiment oui, parce qu'il y a une technologie effectivement pour aller rechercher les traces d'ADN. On utilise une technologie qui permet d'explorer l'infiniment petit. Ouais. À 10 puissance moins 2, donc à l'échelle d'un insecte pour rentrer sous terre sans la détériorer avec des grosses machines. Et puis, chercher des colonies d'abeilles ou des restes d'abeilles ou des abeilles
et enfermé dans l'ambre, enfin peu importe quoi. Mais ça c'est le kiff de dessinateur. D'ailleurs c'était tellement un kiff au début que je me suis dit putain, si j'arrive pas bien à l'expliquer, je vais l'enlever parce que c'est pas assez crédible par rapport à l'univers que j'ai envie de dépeindre. Et puis finalement c'est resté, et tant mieux, parce que j'ai trouvé un sens du coup à cette plongée dans l'infiniment petit vis-à-vis de mon personnage principal. Donc si quand tu commences à mettre un sens là-dedans, bah tu peux te le permettre, même si c'est un peu exotique quoi comme technologie. Mais toujours est-il que voilà, ça c'était ça en premier, c'était vraiment dessiner l'infiniment petit, donc avoir des personnages minuscules qui côtoient des insectes géants. On revient un peu à la belle mort quoi finalement là-dedans. Mais et puis voilà, et puis très vite effectivement les monades, parce que enfin tu vois, dessiner des gros véhicules bâtiments, c'est pareil, c'est un gros kiff de dessinateur avant toute chose quoi. Même si c'était vraiment assez ardu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails sur ces monades. Mais voilà, on part de là, et ensuite on y colle la première thématique, qui est la disparition des insectes. Voilà, j'étais tombé sur une vidéo sur YouTube où on voyait qu'en Chine, à cause de la disparition des abeilles, on emploie des gens pour polliniser les poiriers et les pommiers. Et aux États-Unis, on emploie des drones. Et j'avais trouvé ça extrêmement cynique en fait de voir ça et me dire bah c'est super, on n'essaye pas de résoudre le problème et de faire en sorte que les abeilles ne disparaissent pas. On va plutôt partir du principe que la technologie va nous sauver, ou enfin la technologie ou l'exploitation de gens payer une misère. Et voilà, ça a encapsulé notre monde de manière, je trouve, assez synthétique quoi. C'était intéressant, et c'était un peu le déclic qui m'a permis d'avoir d'avoir aussi pareil un angle, un poil original, parce que quand on fait un récit post-apocalyptique, de mémoire, on n'a pas trop parlé des insectes pollinisateurs quoi, donc ça me permettait aussi pareil de commencer sans rentrer dans les poncifs auxquels on s'attend. D'accord. Et à partir de cette première idée, alors comment est-ce que tu as un peu élaboré le monde de Silent Genie? Comment est-ce que à partir des monades et de l'infiniment petit, tu as commencé à construire cette société avec donc ces groupes de personnes qui font un peu scission du semblant d'ordre qui reste dans le monde et qui est matérialisé justement par des gigantesques tours qui sont immobiles? Comment tu inventes en fait toutes ces relations entre les différents groupes de personnages que l'on va croiser au fur et à mesure de ton album? Bah, effectivement, il y avait une idée forte, c'était l'immobilisme et la mobilité, et le fait de toujours continuer à avancer. Je savais que en termes de message, parce que je voulais être dans un message un peu plus positif, moi le message de ma BD c'était malgré le futur qu'on nous promet, il faut avoir envie d'avancer, il faut avoir envie de se projeter dans ce futur et de le transformer au mieux. Donc voilà, ça c'était le message final, et donc d'où cette idée d'avancer et d'avoir donc des personnes qui avancent, qui ont créé des sociétés qui sont clairement inspirées des ZAD et de tout ce qui se crée en parallèle de notre société actuelle, et des petits groupuscules qui arrivent à être à la fois autonomes et avoir des systèmes de gestion, des systèmes différents, plus collaboratifs, plus moins centralisés, etc. Et donc de l'opposer à Pyrocorp et à ces tours immobiles qui pour le coup sont tellement dans une forme d'immobilisme que je suis vraiment allé chercher dans un imaginaire très suranné quoi. Il y a quasiment que des personnes âgées quoi qui bossent là-bas, tous dans l'espèce de vieux polo un peu vieillot, le pantalon et la ceinture remontée jusqu'au nombril, et avec un délire un peu cogip, un peu administration vieillissante. Sachez que si vous portez des polos, vous pouvez vous sentir extrêmement jugé par Mathieu Bablet, vous le juge très très clairement. Mais même dans cet imaginaire de bureaucratie aussi qu'il y a, moi je me suis posé une question. C'est est-ce que Brasil t'étais resté en tête et t'as servi d'inspiration ou pas du tout? Est-ce qu'il y a quand même certains passages
à base de remplissage de formulaires, ouais, c'est ça, de bureaucratie poussée à l'extrême et à l'absurde, en fait, qui, moi, m'a beaucoup rappelé le film de Terry Gilliam. Oui, bah, tu vois, bah, Brésil, je pense qu'il a plus influencé Shangri-La que Silent Jenny. Ouais. Mais oui, bah, probablement un peu. Enfin, tu vois, ça me fait penser aussi aux 12 travaux d'Astérix, hein, forcément, Oui. avec le formulaire B48 ou je sais plus quoi. Et puis, et puis, ouais, non, ouais, il y a forcément du Brésil, même si ça n'a pas été très pensé dans ce sens-là, quoi. De toute façon, à la base, les tours, pour moi, c'était vraiment les backrooms. Enfin, tu vois, c'était plus ce côté architectural qui m'intéressait avant qu'il soit peuplé de ce côté administratif. Mais le côté architectural, en fait, au-delà du fait qu'il y a une esthétique enfin hyper intéressante, c'est une esthétique aussi très vieillotte de base. Enfin, tu vois, c'est une esthétique où tu as l'impression que toutes les photos ont été prises dans les années 80 dans des bâtiments qui sont absolument pas modernes. Et donc je pense que ça a influencé le fait qu'à l'intérieur j'y ai mis des personnages un peu vieux, un peu tous dans leur petite manie administrative. Je pense que c'est plutôt cet angle-là qui m'a inspiré. Alors comment est-ce que tu as construit ton histoire à partir du moment où tu avais réussi à créer ce monde? Donc tu dis tu as tes différentes communautés, donc celle dans les monades, tu as l'administration en place, tu as d'autres gens qui existent, on parle donc des manches-cailloux qui eux vivent dans la nature et sont un peu les rebuts de la société, tu as des pénitents aussi qui eux vivent dans le sillage des monades. Donc bon, on va dire que on va laisser aussi les gens découvrir quand même tous ces aspects-là, mais comment est-ce que tu arrives à faire coexister l'ensemble de ces éléments pour en faire une histoire en tant que telle? Parce que disons que t'as l'histoire de Silent Jenny, et puis t'as, on va dire, l'histoire de la monade aussi, en fait, dans laquelle elle vit. Déjà, de toute façon, ça c'était une envie de créer un monde. Enfin, tu vois, là, pour le coup, de créer un monde avec sa logique, avec ses factions. Et donc, effectivement, créer des manches-cailloux, des manches-cailloux, des pénitents, les architectes qui précèdent les personnes comme Jenny pour préparer le terrain et construire des rampes d'accès miniatures, etc. Enfin, ça c'est, tu vois, du world building, j'avais pas eu l'occasion d'en faire spécialement, à part un peu avec Midnight Tales et Midnight Order. Mais ça, voilà, il y a un truc très très plaisant, juste d'inventer des personnages, d'inventer des lieux. Pour l'instant, ça crée pas un récit. Et effectivement, après, l'enjeu, c'est tout d'interconnecter. Ce qui a été déterminant et ce qui a fait que le bouquin est aussi long, c'est que au-delà de présenter un monde, je voulais présenter les personnages aussi de la monade. Enfin, tu vois, qui aient presque autant d'importance que Jenny. À un moment, je me suis même posé la question de me dire, est-ce qu'il faut vraiment que Jenny soit à ce point un personnage principal, ou est-ce que il faut vraiment qu'on soit sur un récit 100% choral et que tout le monde ait son importance? Alors finalement, elle avait des thématiques qui méritaient d'être développées un peu plus profondément, mais voilà, il fallait montrer des personnages qui vivent suffisamment longtemps dans la monade pour qu'on ait une forme d'attachement pour eux et que on se soucie d'eux, parce qu'à la fin, ce qui reste, c'est la monade. C'est pas tant Jenny en tant qu'individu que tout ce qui a été créé avec cette communauté. Donc ça a été un peu le squelette, c'est-à-dire il va falloir montrer des moments de vie. Et donc ces moments de vie, et je les interconnectais avec justement des personnages qui peuplent cet univers-là. Donc par exemple les pénitents qui passent à côté de la monade à un moment. Et il fallait qu'ils signifient quelque chose dans la construction de la société telle qu'ils l'avaient fait. Et puis leur rapport, surtout, moi je voulais apporter des réponses, enfin en tout cas questionner sur comment on imagine un monde post-apocalyptique qui est quand même structuré, c'est-à-dire un monde qui soit pas survivaliste, où on soit pas des factions qui pillent d'autres factions pour essayer de se nourrir et se dire, bon, il y a plus d'insectes pollinisateurs, mais finalement, la question de la nourriture, elle est jamais posée dans l'histoire. Par contre, moi, je voulais poser des questions qui sont probablement des questions très post-Covid, mais aussi qui sont des questions vraiment liées à l'état actuel de nos services publics, à savoir la santé des enfants, la santé des personnes âgées. De manière générale, quand ton système il a explosé et que t'as plus ça, tu peux toujours dire que tu vas survivre et que tu vas avoir à bouffer, mais si tu tombes malade, t'es vraiment baisé. Donc ça, tu vois, ça, je sais que ça allait rythmer plusieurs de mes séquences.
j'ai un peu écrit ça aussi comme un jeu vidéo finalement, parce qu'il y a ce côté mission. Tu vois, Jenny, elle part en mission et elle retourne au hub principal qui est la monade pour se sociabiliser avec les autres personnages. Donc voilà, ça m'a permis de structurer aussi un petit peu chacun des événements. Et puis globalement aussi, il y a une progression dans la personnalité de Jenny, et ça me permet aussi d'avoir une forme de montée un peu en tension jusqu'à l'aboutissement quand elle descend très profondément dans l'inframonde. Et alors, est-ce que c'était plus facile de te concentrer sur Jenny en tant que telle, ou est-ce que la vision plus chorale de l'histoire était celle qui t'a porté pour te faire avancer? C'est-à-dire que t'arrivais à intégrer Jenny dans le parcours global de la monade, parce que c'était quand même ton envie de dire faut aller de l'avant, en fait, c'est quand même celle-là qui drive au final le récit d'ensemble. Ouais, alors en fait, la vision positive de justement de cette société qui essaye d'aller de l'avant, ça a été le plus simple, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, etc., et qu'il faut essayer de s'attacher un peu aux uns aux autres, etc., tout en faisant que chacune de leurs interventions raconte quelque chose sur le monde. Mais finalement, ce message-là qui était porté par les monades, il était assez direct. Le message de Jenny, ouais, comme j'ai pu le dire, j'ai mis quand même beaucoup de temps à le trouver. Et d'abord, c'était un message personnel, enfin vraiment qui ne concernait que moi, quoi, tu vois, entre guillemets. Et donc en faire quelque chose d'universel et qui puisse toucher plus de monde, qui parle d'un phénomène de société un peu plus large, et notamment de la santé mentale vis-à-vis du monde qui nous entoure et dans lequel on peut absolument rien faire. C'était ça a été compliqué, et de telle sorte que comme pour certains autres éléments, c'est quelque chose que j'ai dessiné presque avant d'écrire, quoi, et je me suis laissé la latitude d'ajuster avec les dialogues pour être sûr que ça allait dans une direction intéressante, mais un peu a posteriori. Sur ces mêmes thématiques, hein, c'est par exemple, on parle du fait d'aborder donc la fin de vie, en fait, les questions de fin de vie, ou les questions même de conflits générationnels sur comment en fait on éduque les gamins et comment ceux-ci s'émancipent en fait de l'éducation qu'on leur donne. Est-ce que c'est facile facile, j'imagine que non, mais comment est-ce qu'on arrive à intégrer en fait des rebondissements scénaristiques en allant aborder ces thématiques? Parce que par exemple, si on isole la séquence fin de vie, on peut dire quelque part elle pourrait disparaître de l'histoire, ça changera pas forcément le sens. Ouais. Un peu moins pour les gamins qui se fritent avec leurs parents, on va dire, enfin la génération d'avant. Mais c'est ça, comment est-ce qu'on arrive à développer les instants de vie que tu recherches de façon, je dirais, organique alors? Alors effectivement, ça a été compliqué, et il y a plusieurs séquences où je me suis dit je pourrais les enlever effectivement, et ça bouleverserait pas le récit. Et ça te fatiguerait moins. Oui, complètement. Ouais. Et ça bouleverserait pas le récit principal. Et en même temps, il y avait cette conscience dès le départ que, en fait, effectivement, c'était peut-être pas tant le récit principal qui comptait là, et l'aventure de Jenny, que tous ces petits moments autour. Donc, à contrario de mes précédentes BD, là, il y avait une utilité à faire des séquences inutiles, entre guillemets, en tout cas non, mais c'est vrai que quand t'écris, souvent t'essayes d'être efficace, c'est-à-dire que chaque chose a une raison et va répondre à une problématique qui emmène le personnage un peu plus en avant dans ce qu'il doit résoudre. Voilà. Et là, il y a ça qui se passe avec Jenny, et en parallèle, il y a ce qui se passe avec la monade. Et donc, effectivement, c'était pas évident à concilier, tu vois, de telle sorte qu'il y a plein de moments où il y a des moments où il y avait plus de connexion entre Jenny et ces personnages-là, et à partir d'un moment, elle disparaît quasiment, tu vois. Et bon, ça correspond aussi à un moment où elle est dans un état de mental assez délabré, donc c'est cohérent, et où j'ai un peu scindé parce que c'était plus facile pour moi de me dire, bon, bah là, il y a ce qui se passe avec la monade, là, ce qui se passe avec Jenny, et puis on va juste faire une espèce de montage alterné plutôt qu'essayer de faire des connexions. Mais par contre, sur ces thématiques-là, et notamment, par exemple, ce qui se passe avec la fin de vie, le twist, c'est de le mettre très, très tôt dans l'histoire. Enfin, tu vois, il y a, là, pour le coup, c'était une problématique
qui pourrait presque être un sujet de BD en soi, tu vois, qui est ouais, complètement. Ouais. Et pour autant, vraiment, moi, me dire que quand je pense à la fin du monde, vraiment, je pense pas aux magasins qui sont pillés, mais juste au fait que si on n'a plus de service public, plus personne pourra être guéri, quoi. Et c'est vraiment, il me semblait que c'était un truc assez intéressant à évoquer en science-fiction. Et en l'occurrence, le mettre assez tôt dans l'album, ça permettait, tu vois, de faire une rupture où d'un coup, t'as l'impression que le récit il aille dans une direction et finalement il va un petit peu dans une direction un peu différente. Et globalement, c'est ce que j'ai essayé de faire dans toute mon écriture, c'est-à-dire que à chaque début de chapitre, c'est plus ou moins ce que j'avais fait déjà avec Carbone et Silicium, où les sauts dans le temps en plus et dans les lieux me permettaient vraiment de faire des ruptures franches. Mais là, de commencer avec des trucs où chaque chapitre va avoir un petit peu sa thématique à elle, quoi, tu vois, c'est ça. Et du coup donner un élément du monde et de comment il a été changé par rapport à nous, le monde dans lequel on vit. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des moments pendant que tu travaillais à cette bande dessinée où certaines séquences avaient lieu plus tôt ou après, que tu t'es amusé un peu parfois à intervertir pour voir si en termes de rythme ça tenait la route? Ou un tout petit ou disons, peu. tu parles souvent de musique là-dedans. Est-ce que c'était fluide et musical? Mais oui, un tout petit peu, notamment sur la fin. Il y a sur comment gérer justement le moment où l'histoire de Jenny elle commence à prendre un peu plus d'importance à mesure qu'elle plonge de plus en plus profondément dans l'inframonde, et où il y avait ce montage alterné encore avec la monade, et là où j'ai déplacé justement les éléments de la monade un peu avant pour me dire bon voilà, c'est vraiment un moment Jenny, et c'est important de l'avoir à ce moment-là parce qu'autrement on sera moins impliqué émotionnellement quand elle descendra à 10 puissance moins 14, qu'elle rencontrera la mort et qu'il y aura cette conversation précise, quoi. Donc c'est la technique la plus efficace que j'ai trouvée depuis Carbone et Silicium pour gérer convenablement des récits aussi longs. En termes d'écriture, avoir une vue d'ensemble et efficace d'un récit long sans le chapitrer, enfin à titre personnel en tout cas, j'en suis pas capable. Là, pouvoir le chapitrer et pouvoir bouger un peu en module les chapitres pour voir là où c'est le plus efficace. Je l'avais fait d'ailleurs aussi sur Carbone et Silicium sur un chapitre en particulier que j'avais bougé parce que voilà, en termes de musique, comme tu dis, ça marchait pas. Ça c'est plutôt cool, et puis ça m'a permis en termes d'écriture, voilà, de pouvoir fonctionner par bloc. Et donc comme cette séquence là c'est un bloc et on va parler de la fin de vie, l'autre on va parler d'autres choses, etc. D'accord. Sur Jenny, un petit peu, comment t'as approché ce personnage? Donc t'avais une idée de caractère de base, donc elle est silencieuse, qui te donne une idée en plus, qui te donne une idée de comment approcher son comportement. Comment t'as envisagé sa trajectoire, en fait? À quel moment tu t'es dit bon, en fait, ce personnage va me permettre de parler de santé mentale, de dépression, de deuil et d'aliénation au travail. Donc 4 thématiques on ne peut plus joyeuses, ouais, assurément. Ouais, mais qui sont très fortes et très ancrées en tout cas avec ce personnage. Je sais pas si tu leur donnais aussi une importance dans ce dont ça doit parler, mais au début, je voulais traiter les 4 à part égale. Finalement, l'aliénation au travail, par exemple, j'ai pas pu développer autant, ou en tout cas, si je l'avais développé autant, ça aurait été au détriment d'autres éléments. Donc, je le garde pour le prochain album. Mais c'était en fait, Jenny, elle est écrite comme la totalité de mes personnages principaux depuis Shangri-La. Donc c'est un personnage qui au début est dans l'ignorance et qui découvre une vérité à la fin. Alors bon, c'est un peu le principe de toute l'écriture des personnages, hein, on va dire, mais il y a vraiment cette idée de dire, tu vois, dans Shangri-La, le personnage principal était du côté de la corporation avant de s'en détacher. Dans Carbone et Silicium, finalement, c'est au prix de multiples décennies que les personnages arrivent enfin à trouver leur voie. Et pareil pour Jenny, c'est vraiment à chaque fois des personnages qui cherchent leur voie. Et
Donc voilà, on est un peu toujours dans cette même tradition. Donc l'écriture du personnage, finalement, j'ai pas réussi à me détacher de mes automatismes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est un personnage en questionnement qui cherche une forme de résolution à la fin, et cette résolution, elle va arriver au gré des événements qui vont construire sa réflexion jusqu'à un dénouement. Après, en termes de thématique, effectivement, c'est le personnage qui m'est le plus personnel. Au sortir de Carbone et Silicium, effectivement, enfin moi j'ai perdu mon père, et j'étais dans un deuil qui était absolument impossible à faire à l'époque, et du coup c'était un peu l'alpha et l'oméga de ma créativité. Enfin, il y avait que ça qui sortait de tout ce que j'avais envie de raconter, et en même temps, il y avait aussi la dépression, le mal-être sur lequel je travaillais par ailleurs, et qui était en train de s'améliorer, donc sur lequel j'avais un tout petit peu de recul. Et en même temps, c'était compliqué parce que c'était des choses très très personnelles que je voulais mettre dans la BD, mais encore une fois où il y avait le risque que ça ne touche que moi, parce que c'était vraiment trop spécifique. Donc ça a été un peu compliqué au début en termes d'écriture, d'essayer d'avoir un scénario un peu plus dépassionné, ou en tout cas qui prenne un peu plus de recul sur ce que j'avais envie de raconter, de telle sorte que la santé mentale elle a été élargie à la santé mentale, non pas simplement de la dépression, mais vraiment vis-à-vis de ce qu'on peut ressentir, du sentiment d'impuissance qu'on a à vivre dans un monde qui est en train de prendre feu, quoi. Donc du coup ça allait être vraiment le côté principal, la thématique principale, et je savais que la résolution elle se ferait en 2 temps. C'est-à-dire avec cette conversation dans l'inframonde avec le squelette, avec la mort, et puis ensuite le retour à la monade, la conversation avec mère-père, et cette espèce d'apaisement qui est un peu mélancolique, quoi, où finalement Jenny peut passer un petit peu à autre chose. Mais ça, c'était, justement, on en parle, ce que tu viens de l'aborder, le squelette, la mort qui est là. C'était une idée qui t'est venue assez rapidement, qui arrive en cours de route, parce que c'est une idée qui graphiquement est immédiatement ultra marquante, surtout de la façon dont t'arrives à la faire apparaître, et on comprend très très rapidement en fait pourquoi elle est là, et ce qu'elle vient faire là. Oui, c'est arrivé très très tôt, parce que justement tu as dans cette envie de raconter des choses sans parole. Là il y avait quelque chose graphiquement qui est universel, enfin tu vois, et c'est pour ça que j'ai voulu d'ailleurs un design très enfin tu vois, je peux aller dans une représentation, enfin c'est un squelette, quoi, point, c'est plus ou moins la faucheuse, c'est un symbole universel très classique, et voilà, et du coup on peut la voir apparaître, et tout le monde sait de quoi on parle, et tout le monde a déjà peut avoir un sentiment fort et des réflexions rien que avec cette présence là. Donc c'est arrivé assez vite, et voilà. Et surtout qu'elle matérialise aussi très bien certaines idées, parce que elle est pas forcément menaçante en fait. Elle est présente et elle l'accompagne. Enfin, t'as même Jenny qui peut se blottir contre elle en fait, la mort qui l'enserre, et dans le fait qu'elles sont ensemble. Et ça rejoint en fait, c'est une idée assez forte même du spectre dépressif en fait, du dire que c'est parfois une amie en fait qui t'accompagne, ou comme tu le dis dans le dialogue dans l'inframonde, quelque chose qui a toujours été là. Et je trouve que c'est assez c'est là où à mon sens t'arrives peut-être à partir d'une expérience personnelle, mais à véhiculer un message qui est plus universel, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui peuvent se reconnaître en fait dans la façon dont tu le décris. Je sais qu'à titre personnel, moi ça m'a scotché immédiatement, vraiment, et que le dialogue intérieur ça reste pour moi le passage le plus fort. Parce que justement il est très universel pour toutes les personnes qui ont vécu des sales moments ces 5 dernières années, et Dieu sait qu'il y en a, quoi. C'est quelque chose sur lequel t'as beaucoup travaillé, sur lequel t'as réussi justement à te dire, même est-ce que t'as eu l'épiphanie de dire putain, en fait je sais que même si je parle de moi, je parle pas que de moi.
Ouais, alors c'est terrible à dire. Enfin, Mais on part en psychiatrie là. Non, mais moi c'est les statistiques qui de toute façon m'ont permis de relativiser ce passage-là. Enfin, tu vois, c'est quand tu vois aux infos qu'il y a 25% des jeunes entre 15 et 25 ans qui ont des symptômes dépressifs, tu dis ouais, putain, enfin c'est monstrueux, et en fait effectivement ça touche énormément de personnes, et ça m'a rassuré entre guillemets, mais en tout cas sur le côté effectivement que je pouvais donner quelque chose de enfin voilà, partager quelque chose quand même d'universel, et puis moi ça m'a aidé. Parce qu'en fait, arriver à en parler et à essayer de communiquer sur ces émotions-là et ce ressenti-là pour l'expliciter à tout à chacun, je trouve voilà, ça permet de prendre un petit peu de recul aussi. Enfin, c'est presque une thérapie dans la thérapie. Et c'est, enfin, moi, en fait, voilà, je sais que à titre personnel, Silent Genie, je l'ai fait pour ces raisons-là à la base. C'est-à-dire, à contrario des autres bouquins qui sont là pour faire ressortir des idées forces, des convictions ou des angoisses. Là, il y avait comme presque vraiment quelque chose de très thérapeutique dans Silent Genie. Et ça m'a aidé. Ça m'a vachement aidé. Enfin, juste pour ça, c'est cool. Mais ça se ressent, parce que même la scène du cri, quand elle hurle, enfin, tu sens que c'est un cri de thérapie, que c'est vraiment limite ton psy qui dit bon bah là en fait quand ça va pas, tu mets ta tête dans un coussin et tu hurles le plus fort possible, et parce que après t'as ce sentiment à la fois que t'es vidé en fait, et que mais du coup tu vas être apaisé. Et, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça que t'essaies de transmettre aussi avec ce parcours de personnage. Et de la même façon que il y a ce côté qui est super marquant dans l'évolution du personnage, dans le fait que t'exprimes des idées qui sont très liées au spectre dépressif. Moi, je crois qu'il y a une phrase qui est la première fois ça m'a glacé, c'est je crois que je trouve plus de plaisir. Enfin, est-ce que tu prends du plaisir à ce que tu fais? Oui. Non, et je sais pas pourquoi. Ça, c'est assez évident. Ou le côté du fait qu'elle se dise qu'elle est seule parce qu'elle est en permanence à côté de la personnification de son mal, et que en fait au bout de l'album tu la retrouves entourée de tous les gens, où là aussi ça traduit l'évolution en fait, comment tu peux guérir. Ouais. Et moi ça participait, enfin j'y vois vraiment un lien, tu vois, vraiment la dépression et encore une fois, et la difficulté à vivre dans le temps présent, c'est intimement lié. Donc c'est vrai, ces scènes dans la monade à la fin où alors c'est là où c'est un peu ambivalent, parce que Jenny elle arrive à se débarrasser du squelette. Moi à la base je voulais qu'on le retrouve quand même à la fin, parce qu'il part jamais vraiment, et en même temps c'était probablement un message qui était trop pessimiste par rapport à ce que j'avais envie de partager là à un instant T. Mais voilà, ces scènes de pas de retrouvailles, mais vraiment de cohésion, de partage, ça aide dans les deux situations, dans la dépression et dans le côté esselé que tout à chacun a dans ce monde fragmenté et individualiste. Même si tu l'as pas abordé à fond et que tu dis que ce sera pour un prochain album, t'as quand même aussi ce côté d'aliénation au travail, parce que en fait elle cherche ses abeilles, et le truc c'est que même quand elle finit par trouver, en fait tu t'aperçois, c'est là où tu dis mais en fait il y aura pas de happy ending, quoi, parce que en gros tout n'est qu'absurde, en fait tout est un mensonge, et pourtant elle persiste à vouloir quand même continuer de chercher, de vouloir, et c'est là aussi qu'elle s'enferme dans cette routine où tu matérialises ça par le fait de vouloir aller creuser vers l'infiniment plus petit, et c'est là qu'elle sombre littéralement. Est-ce que parce que moi j'ai eu le privilège entre guillemets d'avoir pu te parler pendant que tu faisais la BD, c'est aussi une façon même toi-même d'illustrer peut-être un rapport que tu as eu à ta propre création de BD dans les 15 premières années de ta carrière. Ouais, complètement. Enfin, de toute façon, bon, là c'est bon, moi je commence à être en paix avec le fait que si je travaille autant, c'est pas que par plaisir pour la bande dessinée, c'est juste vraiment pour que mon esprit soit focalisé sur une tâche très concrète, et que je parte pas ailleurs dans des choses plus angoissantes, quoi, tu vois. Donc oui, très clairement, Silent Genie, c'est arrivé là, la production, c'est arrivé à un moment où j'ai débuté cette production comme ça, en étant encore dans cette
dans cette aliénation, et où tout doucement, et je dis ça là maintenant, c'est pas tout à fait fini, mais vraiment tout doucement, vraiment je pouvais m'en détacher. Il y avait ce côté un peu dépassionné, ça qui est important, c'est-à-dire que ta santé mentale est plus importante que le grand œuvre que tu es en train de produire, quoi, clairement. Donc ça m'a permis d'avoir un peu de recul là-dessus. Mais oui, c'est vraiment une allégorie, moi, du trou d'autruche dans lequel je me suis enfermé, mais en fait dans lequel je me suis toujours enfermé, quoi. Il y a vraiment ce truc de si tu passes ta vie à l'occuper à fond, tu penses pas aux trucs douloureux, quoi. Donc tu fonces, et puis à un moment tu deviens un peu plus vieux et ton corps suit plus, tu vois. Et moi c'est juste pour ça, hein, que je m'arrête. C'est quand t'as des signaux d'alerte de la part de ton corps qui dit oula, tu vois, ce côté aliénation que tu pouvais supporter à 20 ans, à 25 ans, à 38 ans, non, ça marche plus. Donc t'es obligé de te calmer, quoi. Et alors d'un point de vue purement graphique, comment est-ce que tu as envisagé la création de cet infiniment petit, puisque autant pour le Didier, quand on parle d'échelle, de se réduire à 10-2, 10 même un peu plus, c'est peut-être facile, tu avais juste à regarder Microcosmos et voilà, tu avais ta base de travail. Comment après t'es allé chercher les trucs beaucoup plus psychédéliques, on va dire, beaucoup plus fantasmés peut-être de cet infiniment petit. Ce qui était compliqué, c'est que t'as le droit de dire que t'as pris de la drogue dans ce micro. Pas. Non, même pas. Non. Ce qui était un peu compliqué, c'est qu'effectivement, quand tu commences à collectionner les images de l'infiniment petit, enfin, tu vois, des microscopes à balayage, des choses qui voient des trucs tout petits, c'est vraiment passionnant. Il y a plein de détails et ça commence à vraiment tous ressembler. Ça m'a un peu paniqué au début parce que je me dis en fait l'idée est bonne, mais comment je fais la différence entre 10 puissance moins 6 et 10 puissance moins 8? Et effectivement il y a cette idée d'avoir une couleur dominante et une forme principale par monde, en fait. Et vraiment, c'était encore c'est encore très jeu vidéo, quoi. Tu vois, finalement, j'ai vraiment envisagé ça comme des biomes. Et tu vois, tu vas dans un biome. Donc, voilà, je savais qu'à la fin, on est tellement petit que, tu vois, globalement, elle est en train de marcher sur tu vois, sur un neutron, par exemple, quoi, tu vois. Donc là, c'est vraiment très, très petit. Mais tout ce qui se passe avant, je me suis inspiré de photoréalistes, et puis après, je me suis dit, putain, faut pas trop, parce qu'autrement, on va pas comprendre quand elle passe d'un monde à l'autre, quoi. Et donc, je me suis beaucoup inspiré du travail sur les fractales, donc voilà, rien à voir avec la prise de drogue ou le LSD, mais vraiment ce côté très un monde dans un monde dans un monde dans un monde, surtout sur un monde en particulier. Et puis après, ce qui m'intéressait, c'était vraiment en termes de dessin, d'avoir quelque chose d'organique, d'avoir quelque chose avec des courbes. C'est-à-dire que moi, je dessine beaucoup d'architecture. Je dessine à la règle, c'est très carré, et ça se retrouve d'ailleurs dans la tour et dans le côté immobile de la tour. Et à contrario, que ce soit la monade, qui est un assemblement de pièces un peu les unes sur les autres, et sur l'infiniment petit, je voulais des courbes, je voulais quelque chose qui soit un peu plus chaleureux, un peu plus vivant. Et ça a beaucoup influencé ma manière de dessiner. Je sentais que j'en avais besoin, parce qu'il fallait que je délie un peu mon poignet, que je sorte un peu de ce côté trop carré, quoi. Et en même temps, ça portait le propos d'avoir vraiment deux mondes distincts, entre le monde minéral, le monde avec des arrondis, et le monde très droit de la pyrocorpe. Et du côté de cet univers aussi microscopie, par rapport notamment, il y a aussi une civilisation en fait qui fait corps avec le petit, les microïdes. Là, t'es allé rechercher, parce qu'il y a un côté très body horror aussi qui se manifeste par rapport à ça, même par rapport à Jenny qui a. Alors, je sais pas si c'est la manifestation. Tu disais avant, quand ton corps te dit faut arrêter, quelque part là aussi clairement il lui arrive quelque chose à son corps. Mais ouais, là je sais pas si t'allais regarder du Cronenberg ou des choses comme ça pour et alors il y a forcément beaucoup Cronenberg, mais alors pour les microïdes qui sont calcifiés, c'est un artiste, c'est Olivier de Sagazan,
qui est un performeur, un plasticien, qui, en gros, pour résumer très très rapidement, met de l'argile sur son visage et peint du coup des visages grotesques qui font vraiment flipper, quoi, avec de l'argile, de la peinture, etc. Et on se retrouve avec des choses vraiment dégueulasses très rapidement, quoi. Et puis vraiment toujours mouvant en plus, parce qu'il suffit qu'il passe sa main d'une manière différente et on n'a plus le même visage. Enfin voilà, c'est vraiment hyper intéressant son boulot. Et ça a été ma première inspiration. Mais effectivement, il y avait cette envie de montrer que, enfin tu vois, c'est pas des zombies. Enfin le but c'est effectivement plus tu montes tu descends profondément, plus ton corps est altéré à mesure que, là, en tout cas, que Jenny, qu'elle s'enfonce dans la dépression, quoi, qu'elle s'enfonce vers un point de non-retour où ton corps se déforme et où elle, en plus, du coup, elle se mutile, quoi, littéralement, quoi. Donc, il y a vraiment ce rapport au corps qui gêne. Et pour moi est consécutif de cette thématique-là, de toute façon, et devait être traitée. Et donc elle est traitée par cette altération-là et puis par ces calcifiés qu'on voit parce qu'ils sont restés un peu trop longtemps dans l'inframonde. Il y a un passage avec un conteur qui arrive pour raconter des histoires aux enfants de la monade où tu te permets une page dans un tout autre style, très pulp en fait, qui fait très récit d'aventure pulp. C'était une envie comme ça, simplement. Alors, en fait, ça participe aussi à ce que raconte l'histoire, à savoir que on a besoin de se construire des récits pour aller vers de l'avant, Tu vois, l'importance des récits, que ce soit fictionnel ou non fictionnel, pour créer une dynamique qui nous pousse à aller vers un futur, même s'il n'est pas enchanteur. Donc pour moi, c'était vraiment cette démarche-là, c'était de montrer que ce pouvoir de la fiction, tu vois, et ce pouvoir des bandes dessinées, des séries, de la musique ou que sais-je, de créer aussi du mouvement et de pouvoir donner l'envie de se projeter vers le futur. Donc ouais, c'était important de montrer ce petit passage qui au demeurant en plus était vraiment très rigolo à dessiner parce que ça changeait de style et puis ouais, les vieux comics, parce que moi je suis né avec ça, donc c'est l'image que j'ai de la littérature un peu désuète que je lisais quand j'étais petit, quoi. Mais ouais, c'est vraiment dans cette démarche là. Et puis écoute, je suis content de l'avoir mis parce que du coup ça répond bien avec la toute fin et donc ces 4 pages un peu allégoriques où la fiction revient un petit peu pour voilà entraîner la monade vers un nouveau futur. Et justement, parce que c'est une histoire donc qui est racontée à des jeunes, donc il y a aussi ce côté pas du conflit, c'est pas forcément un conflit générationnel, mais d'une incompréhension générationnelle aussi, puisque en fonction des monades, tout le monde ne vit pas, tout le monde n'a pas organisé sa monade pareil, et donc t'as quand même ce moment où les enfants de la monade s'aperçoivent que d'autres enfants d'une autre monade ne vivent pas de la même façon, avec forcément l'histoire de port de masque qui est là effectivement très très Covid, très Covid dans l'esprit. Tu t'intéresses à la façon dont toi-même en fait tu ne comprends pas, ou tu as l'impression que vous comprenez moins avec des plus jeunes. Je sais pas si c'est avec, parce que je crois que tu donnes des cours. J'ai fini, j'en ai donné, ouais, j'ai été prof pendant quelques années et oui, complètement. C'est juste que tu ne te comprends pas avec tes propres enfants. Mais je suis pas sûr que vous discutiez encore pas de choses trop compliquées. Voilà. Mais ouais, en tout cas le gap. Alors c'est marrant parce que c'est une thématique qui a été initiée par Salon Jenny et finalement qu'on retrouve beaucoup dans Shin Zero aussi et qui va être développé par la suite. Ouais. Parce que pour moi c'est une thématique extrêmement importante, très actuelle de cette espèce de schisme là qu'on retrouve et dans les résultats des urnes et dans les habitudes de vie, quoi, entre les plus vieux et les plus jeunes et même entre ma génération, notre génération et puis les plus jeunes à qui voilà on impose un accélérationnisme qui nous emmène droit dans le mur sans leur donner voix au chapitre et voilà, donc du coup cette dynamique là est présente dans le livre via ces enfants qui essayent de tracer leur voie dans les limites de ce qu'on les autorise à faire et dans les limites de ce que le monde tel qu'il a été altéré leur permet d'avoir, quoi. Donc c'est
enfin, je pense que c'est en tout cas quelque chose que je vais continuer à développer et probablement dans le prochain de Dark Fantasy là, parce qu'il y a un truc que je trouve fascinant dans la transmission, dans ce que tu transmets, enfin tu vois, en tant que parent à enfant bien sûr, mais même en tant que génération à la génération suivante quoi, et particulièrement dans un monde qui se transforme aussi vite que le nôtre. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as mis ce que je suppose être un dessin d'un de tes enfants? Ouais, oui, complètement. C'est dans cette idée de transmission et tu il y a un truc à la fois beau et triste quoi, parce que c'est du coup ce dessin d'enfant qui est tout joyeux et qui montre un monde qui n'existe pas dans la bande dessinée quoi. Enfin tu vois, il y a pas de beaux arbres avec des feuilles bien vertes quoi, des feuilles bien vertes et parce que c'est un peu ça la jeunesse aujourd'hui. T'as cette espèce de vision qui est celle que tous les jeunes ont eu jusqu'à présent et puis t'as la réalité qui les rattrape de plus en plus vite à mesure que le monde s'altère. C'est je trouve ça assez passionnant à traiter en tout cas. Du coup, est-ce qu'on peut parler quand même de l'éléphant dans la pièce, qui est le travail non rémunéré de tes gosses dans une bande dessinée? Oui. Qui pose quand même beaucoup de questions quand même sur Monsieur Bablet de gauche machin truc, mais qui exploite ses propres enfants. Sache que c'est la deuxième fois parce qu'ils sont aussi dans Shin Zero, les dessins d'enfants dans le flashback avec le fils de Ron et effectivement ils ont même pas été rémunérés en bonbons. J'ai vraiment hâte de te faire un bonjour Mathieu Bablet. Vous n'avez pas honte vraiment de te faire une bourdin là-dessus. Non mais blague à part, il y a cette vision optimiste quand même à la fin où on te dit donc on va essayer d'aller de l'avant malgré les difficultés parce que bon t'as quand même une monade qui se fait à moitié exploser, mais on essaie de trouver quand même la force d'aller là. Celles et ceux qui ont écouté la mini-série Inside Silent Jenny le savent déjà, mais on le réaborde ici pour celles et ceux qui n'ont pas écouté et honte sur vous d'ailleurs si vous ne l'avez pas écouté, mais il y avait une ouverture beaucoup plus pessimiste à la base. Pourquoi est-ce que finalement t'as préféré quand même avoir un message assez optimiste alors que t'aurais effectivement être allez, si j'étais un peu ironique, je sais simplement être un peu plus réaliste quoi. Oui, mais parce que t'es comme moi, on voit le verre à moitié vide. Deux choses. C'est moi je vois pas de verre en fait. C'est juste de l'eau par terre. Il va falloir se pencher pour la boire. Voilà, c'est terrible, mais bon, c'est comme ça. Et se battre pour la paille. Non, déjà parce que c'était pareil pour Carbone et Silicium parce que j'ai fait lire l'histoire à Claire et qu'elle m'a dit putain mais j'en peux plus de tes récits pessimistes et que du coup je me suis dit putain encore une fois et puis parce que effectivement en fait on n'a pas besoin de ça vraiment là pour le coup et tu vois alors c'est marrant je vais digresser mais je pense aux films de super-héros qui sont sortis cette année, mais de manière générale au fait qu'on a besoin de bonnes nouvelles, de récits plus légers et d'une ambiance un peu plus lumineuse et ça j'y crois vraiment. Enfin tu vois même moi vraiment des moments où j'étais pas bien. Enfin tu vois j'ai sorti ma Switch, j'ai joué à Kirby et c'était insignifiant et c'était trop bien. Enfin tu vois mais parce que je sens que j'avais vraiment besoin de me dire oula là il faut que je fasse une pause avec la réalité dure quoi. Enfin tu vois et je pense que vraiment là 2025 tu vois faut remonter la pente des imaginaires en tout cas. Alors après on va pas se mentir vu les thématiques de Silent Jenny c'est pas non plus un récit profondément optimiste mais en tout cas sur la fin il l'est déjà plus. Et je pense que c'est important, mais en fait c'est pas optimiste pour vendre une utopie qui arrivera pas. Et en tout cas dans mon envie, c'était optimiste pour donner envie de se battre pour le futur. Enfin tu vois dans les grandes lignes et de manière un peu pompeuse, mais c'est s'il y avait une envie à la fin de Silent Jenny, c'était ça, c'est de dire putain c'est vraiment la merde, mais on va pas se remettre la tête tu vois dans le sable en se disant tant pis. Advienne que pourra quoi et plutôt se dire non on peut encore changer les choses quoi. C'était un peu cette envie là mais parce que c'est pas non plus complètement naïf dans le sens où effectivement ou même si t'aspires à aller de l'avant ça reste assez lucide sur le fait que ça va pas être forcément atteignable et ça va être dur de toute façon. Je pense que t'as un dialogue notamment entre Jenny et Père-Mère où elle lui demande comment est-ce qu'on fait en fait comment est-ce qu'on fait alors que c'est compliqué, alors que t'en vois pas le bout et on lui répond mais en fait on essaie quand même en fait même si c'est dur on essaye donc de se battre pour quelque chose et pas contre quelque chose. Est-ce que c'est toi qui essayes aussi de te convaincre un peu de ouf, ouais. de ça
Ouais, bah complètement. Mais je gère, faut lutter. Enfin, je pense que je l'aurais répété plusieurs fois pendant le podcast, mais faut lutter contre ce sentiment d'impuissance. Enfin, tu vois, moi je trouve ça terrible. Là, l'année 2025, enfin, tu vois, l'élection de Trump, les législatives qu'on a gagné perdu, le budget d'austérité là qu'on se paye, et puis enfin, je sais pas, l'espèce de dissonance cognitive sur le fait de reconnaître ou non un génocide à Gaza. Enfin, ça me fume à quel point, en fait, on n'a plus le sentiment d'avoir prise sur le monde et de plus avoir le sentiment d'avoir prise sur la réalité même. Enfin, tu vois, parce qu'il y a un discours dominant qui peut altérer la réalité aujourd'hui et qui de toute façon, la réalité s'est fragmentée à partir du moment où les réseaux sociaux ont fragmenté les individus en groupe, en groupe bien distinct et qui communiquent plus, quoi. Donc vraiment, ouais, il y a vraiment cette envie de se dire, ouais, bon, bah, alors là, et ça, pour le coup, je pense, c'est vraiment un sentiment universel, tu vois, quoi, ce sentiment d'impuissance. Et voilà, ça, c'est la lutte contre ce sentiment d'impuissance, et redonner envie d'avoir envie, comme dit Johnny Hallyday, c'est vraiment important. Après, pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont lire cette BD à qui ça parlera pas du tout. Genre les milliardaires, ils vont se dire, je comprends pas de quoi ça parle. Le message me touche pas. Voilà, les pauvres, ils sont tristes, ils sont malheureux. Il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 pour un milliardaire sauvé, mais toutes ces années de travail valeront la peine, hein, Arnaud. C'est ça, mais c'est à partir de ce moment-là où t'es plus dans le récit, donc on l'a dit viscéral. Est-ce que tu te donnes quand même, et c'est un terme un peu pompeux, mais une forme de rôle, ou est-ce que tu donnes un rôle en fait à Silent Jenny aussi, ou est-ce que tu espères juste qu'elle va toucher des gens dans ce qu'elle va communiquer? Non, j'essaye plus de donner de rôle, effectivement. Enfin, je l'ai fait pour Shangri-La, et pour moi ça a été vraiment extrêmement contre-productif, enfin, tu vois. Et donc non, vraiment, là pour le coup, il y a encore une fois, c'est d'où cette idée de raconter les histoires par le visuel, d'être dans l'émotion plus que dans le narratif, parce qu'il y a cette envie d'essayer de toucher, et bah, si tu touches, ça marche et c'est cool, et si tu touches pas, tant pis, mais avant tout, avant tout, essayer d'avoir quelque chose qui sorte de mes tripes et qui aille dans les tripes des autres, et voilà, c'est le seul objectif. Et alors, juste pour revenir un peu sur le dessin quand même, parce qu'on parle beaucoup d'histoire, de thématiques, tout ça, mais bah, il faut aussi coucher tout ça sur le papier d'un point de vue visuel. Tu ménages le découpage comment? C'est toujours à l'instinct? Tu sais combien de nombre de cases tu veux mettre par page à chaque fois? Surtout quand tu es sur un truc aussi long, comment tu ménages aussi les effets de style en disant, bon, quand même, je m'appelle Mathieu Bablet, faut que je fasse des gros décors, des gros trucs, donc je vais mettre des splash pages, je vais mettre des doubles pages aussi. Parce que tu sais aussi que c'est là que voilà, qu'une partie de ton lectorat va s'arrêter aussi pour faire, ah ouais, quand même, il a pas perdu de niveau le bourg, mais voilà, et en même temps, bah, les doubles pages c'est super, mais c'est plus compliqué de raconter quelque chose en une seule case qu'en 10 quand tu peux te permettre. Bah, alors il y a plusieurs choses. Donc le fait déjà d'être dans une grande d'être sur une forte pagination, ça te permet justement de te dire, j'ai quand même beaucoup de liberté à utiliser des fois des doubles pages ou à mettre peu de cases quand j'en ai besoin, parce que de toute façon je suis pas limité par la pagination. Après moi, je vais dire quelque chose qui va faire bondir toutes les dessinatrices et dessinateurs, c'est que j'ai préparez-vous c'est que j'ai pas fait de storyboard. Parce que alors, pas le temps. J'ai bondi, vous ne l'avez pas entendu, mais j'ai bondi littéralement. T'as pas fait de storyboard. Non. Alors, je vais tempérer un tout petit peu après l'effet d'annonce, c'est-à-dire que j'ai fait quand même, mon scénario était page par page, je savais ce qui se passait dans chaque page, mais j'ai pas fait de storyboard parce que pas le temps. Le storyboard, ça prend énormément de temps, et que à un moment, comme j'avais galéré sur le scénario et que j'avais déjà passé peut-être 8 mois dessus à bloquer, et que il fallait commencer l'album pour qu'il avance un minimum, et que j'espère le sortir avant 2030. Je suis parti directement sur le dessin en me disant, bon, je vais me faire confiance, j'ai un petit peu l'habitude maintenant du découpage, et au jour le jour je regarde la page de scénario et je fais en conséquence.
en me ménageant les doubles pages justement qui sont dans Silent Genie. Ça pour le coup, je voulais me faire plaisir. Encore une fois, c'était, je suis sur un gros one shot. J'ai pas de limite de pagination. Je vais faire des grosses pages de décor parce que ce que je veux, c'est présenter un univers un peu foisonnant et dans le détail. Donc faisons-nous plaisir avec ces doubles pages. Mais aux côtés de ça, autrement le découpage. Du coup, ouais, je me suis dit non, enfin voilà, on va le faire au jour le jour et je commence la planche sans découpage et advienne que pourra, et ça s'est plutôt bien passé. Après, on va pas se mentir, je suis quand même sur un découpage assez classique. Enfin, tu vois, par exemple, là, on bosse sur Shin Zero avec Guillaume qui du coup lui invente plein de nouveaux trucs sur son découpage, qui est vraiment un mix entre du découpage traditionnel et du découpage manga, et c'est trop cool. Bon, moi disons que je suis allé à l'efficacité, voilà, en essayant quand même de varier un peu, de ménager mes effets, etc. Mais non, globalement, ça s'est bien passé. Alors, je vais pas te mentir, il y a 2-3 pages que j'ai un peu refait, du coup, parce que bon, c'était pas très sérieux là, sur la première version, mais finalement, c'est assez minime par rapport aux 300 pages, quoi. Il y a un truc qu'on a abordé très en détail dans les épisodes de Making of qu'on a fait ensemble, mais qu'on peut réaborder très rapidement ici. Le fait aussi que tu passes au tout numérique pendant la conception de l'album, ça t'a permis aussi d'avoir cette liberté peut-être d'y aller directement au dessin, que si t'avais tout fait en tradi, là tu peux pas improviser autant ton découpage, ou en tout cas le faire comme ça avec le risque que ça ne fonctionne pas après. Oui, non, mais ça c'est incroyable. Enfin, moi, ça a libéré mon trait. Hein. Je me rendais compte quand même depuis quelques années que je suis un flippé de l'ancrage, vraiment littéralement. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où c'est définitif, qu'on peut plus revenir en arrière, mon poignet se crispe et j'ai un ancrage qui est pas très souple, quoi, objectivement. Et là, par contre, ouais, je pense que si, là, grâce au numérique et au fait et au Sync Ctrl Z, vraiment, moi, je me suis libéré dans mon style. En tout cas, j'ai ce sentiment-là. Et en plus, effectivement, ça m'a permis, enfin, tu vois, je faisais quasiment pas de crayon non plus, quoi. Je faisais des bonhommes patates et ensuite je passais directement à l'ancrage. Et effectivement, tu déplaces à 2-3 endroits quand ça va pas, et ça marche bien, quoi. Donc ouais, ça a été chouette. Ouais, enfin vraiment, ça va transformer mon travail. Objectivement, c'est pas le plus agréable. Je préfère toujours dessiner sur papier, mais par contre, ouais, en termes d'efficacité, c'est survendu, quoi. Trop bien. Par contre, tu parles d'un trait plus relâché, mais t'es pas forcément allé à l'économie, parce que ça reste une BD qui est vraiment dans ta pure approche, du dessin, très détaillé, très fourni. Ouais. Une peur de pas réussir à remplir tout le vide d'une page. Et pourtant, j'avais été prévenu par Florent Mondou, qui, quand il était passé au tout numérique, a dit: tu fais attention, tu zoomes pas trop dans tes cases, parce que et je croyais l'avoir écouté, parce que j'avais le sentiment pas trop zoomé, quoi, mais visiblement de 100% c'est déjà trop zoomé, quoi, tu vois. Si j'avais été à 500%, peut-être que là je me suis rendu compte que j'exagérais, mais là je me suis dit non, c'est normal, quoi, tout va bien. Et donc non, au contraire, je pense que ça me permet alors, mais après c'est sympa, ça me permet de mettre, à mon sens, plus de détails tout en gagnant du temps. Donc c'est win-win, on va dire, quoi. Mais non, je suis pas allé à l'économie. Après, encore une fois, c'est là pour le coup, peut-être qu'un jour j'arriverai à me libérer de ça, mais moi au niveau du dessin, j'ai besoin de prouver, quoi. Enfin, tu sais, tout le temps, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment, je suis vraiment pas très à l'aise avec mon style, ou en tout cas je suis très critique vis-à-vis de ce que je fais, quoi. Autant Carbone et Silicium trouve grâce à mes yeux pour le côté scénario, mais le côté dessin, je crois que j'aime aucun de mes albums, quoi. Et donc vraiment, ce côté d'en mettre des tartines, ouais, j'ai quelque chose à compenser, mais c'est mon insécurité vis-à-vis de mon dessin. Après, vaut peut-être mieux le faire en faisant des doubles pages de zinzin plutôt que d'acheter un 4x4, tu vois. Ouais, carrément. C'est toujours mieux de compenser de cette façon. Mais justement, quand on parle de ces doubles pages, ou de ces là, je pense à une splash page avec la monade ou avec la tour, ça te prend combien de temps, ça? Et est-ce que ça te prend moins de temps alors quand même en numérique, ou ça te prend quand même la double page finale, par exemple? Après, peut-être que celle-là, elle était pas en numérique. Non, elle est en numérique aussi. Okay. Ouais. Justement, alors, très bon exemple, la double page de fin, combien de temps elle prend? En fait, elle prend moins longtemps que 2 pages de BD.
Ce qui prend du temps, c'est le découpage. Même si je fais pas de storyboard en avance, je suis obligé de le faire au moment de faire la BD et de faire différents angles de vue. C'est plus facile de remplir une seule grande case qui fait une double page de détails que de faire plein de petites cases avec différents angles, différents cadrages, différentes perspectives. Donc, alors après c'est long, hein, mais je veux dire, tu vois, je mets 2 jours pour faire 2 pages et je mets 2 jours pour faire une double page foisonnante de décor, quoi. Ça, c'est pareil. Donc là-dessus, c'est assez équivalent, alors tu veux dire. Oui, bah, et de toute façon, après, je m'oblige à ne pas avoir le choix parce que dans mon planning, c'est 1 page par jour et point, quoi. Enfin, tu vois, si je commence à faire plus, c'est un peu compliqué. Et puis, alors là, tu vois, t'es en train de feuilleter l'album, la page de plongée dans l'inframonde avec les fractales. Incroyable. Mais là, le numérique m'a aidé parce que du coup, j'ai fait le premier dessin, la première couche, et plus on s'enfonce dans la fractale, j'ai pas fait de copier-coller parce que ça me crispe un peu, donc j'ai redessiné, mais en dessous, j'avais quand même le dessin de la première couche pour reproduire la couche du dessous, et puis le dessin de la couche du dessous, etc., etc. Donc ça me fait gagner quand même un peu de temps. D'accord. À la fin, tu remercies des gens qui sont des aplatistes. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un aplatiste pour celles et ceux qui connaissent pas ce terme? Je veux que c'est des gens qui font des aplats de couleurs, alors? Ouais, c'est mon armée de l'ombre. Ça me permet de gagner quand même sacrément de temps. C'est pas toujours les mêmes personnes, mais il y en a quand même beaucoup qu'on retrouve d'un album à l'autre. Et j'ai commencé avec Carbone et Silicium, et c'est des gens qui délimitent les zones sur chaque case. Donc, c'est-à-dire délimiter la jambe du personnage, du décor derrière, de la botte, etc. Et donc ça me permet de gagner énormément de temps parce que c'est un travail très très long. Autrement, je tiendrais pas les dérilés si j'avais pas d'aplatiste. Donc je leur demande pas de choisir les couleurs à ma place ou de suivre un guide de couleurs. Souvent d'ailleurs que j'ai pas commencé les couleurs quand eux commencent à travailler sur les aplats. Et ça me permet, moi, ensuite, d'avoir une planche où tout est bien délimité. Donc, quand je veux coloriser Jenny, je sélectionne le casque de Jenny et je lui mets la bonne couleur, etc., quoi. Ça t'est compliqué de trouver la bonne palette colorimétrique? Ça a été un travail qui a été fait en amont, en tout cas, vraiment au moment de l'écriture du scénario. Je me suis vraiment fait une grosse banque de données. C'est pareil, ça fait quelques projets que je fais ça, mais là j'en ai vraiment fait une énorme sur les influences architecturales, sur des images de microscope, etc. Et puis là il y avait une thématique, c'est pareil. Je voulais du post-apo. Je voulais pas du post-apo gris parce que c'est un peu trop vu. Et puis comme je voulais en fait, mon idée de base, j'avais vraiment en tête ces doubles pages avec des décors immenses et la monade en tout petit. Finalement, c'est la peinture romantique qui m'a inspiré parce qu'on voit beaucoup, tu vois, des espèces de paysages de montagne avec beaucoup de nuages et puis quelques rayons de soleil qui viennent éclairer la plaine en dessous. Et finalement, donc j'ai emmagasiné pas mal de références là-dessus et on est sur des tons un peu délavés et un peu ocre, un peu doré quand il s'agit des rayons du soleil. Et donc ça a été un peu mon plan de base pour les doubles pages et puis pour certaines ambiances et voilà en gros quoi. Et puis après apporter un peu de variété, ça c'est toujours le truc que je fais depuis Carbone et Silicium, mais c'est vrai que quand t'es sur 300 pages tu peux pas être toujours sur les mêmes ambiances, tu vas vraiment, ils vont s'emmerder quoi les gens quoi. Donc vraiment essayer chaque séquence ait un peu sa tonalité, même si on est toujours un peu dans ces jaunes ocre en tout du moins pour la partie à l'extérieur, et puis la partie en inframonde on est plutôt sur des bleus pour trancher un peu. Même sur du multicolore un peu, mais c'est pas question parce que en fait c'était comment t'avais choisi aussi de dire autant sur tout le reste on reste dans un extérieur, dans quelque chose de tangible, autant l'infiniment petit, nous on peut pas savoir comment c'est, il y a certainement pas de couleur en fait en tant que tel. Mais comment là tu fais ce choix arbitraire de dire en fait mon inframonde il va être pétaradon de couleurs. Justement pour trancher et puis pour pas se le refuser surtout. C'est vrai que tu vois même en termes d'exploration formelle pure, c'est vrai que tu te dis essayons de voir si je m'en sors, si j'arrive à faire un truc cohérent avec des couleurs fluo quoi. Et ce qui est plutôt cool quoi.
Et c'est presque mon regret, c'est que du coup, à un moment, quand t'as fait le spectre de l'arc-en-ciel dans un monde prédéfini, que t'as fait un monde tout rouge et que le dernier monde, je voulais un truc un peu vaporeux, rosé, quoi. Et les autres mondes paraissent presque ternes, quoi. J'aurais voulu que vraiment tous les mondes, tous les biomes soient vraiment tous avec une ambiance très très flashy, quoi. Et puis moi, ça marchait pas à chaque fois. Est-ce que tu te poses aussi même je sais pas si c'est une incidence un peu sur l'impression, en fait, le fait d'avoir, parce qu'il y a certaines couleurs qui sont peut-être plus difficiles à rendre correctement, entre le numérique notamment et le papier. Je sais pas du tout si c'est quelque chose auquel tu penses. En fait, alors il y a un truc, c'est que je pense beaucoup, je compte beaucoup sur Yuck pour se débrouiller après à ce que tout soit imprimable. Et en fait, en vrai, quand on bosse sur Photoshop, sur un logiciel de colorisation, on bosse en CMJN. Ouais. Qui, tu vois, à contrario, quand je bosse sur le jeu vidéo, comme c'est destiné aux écrans, je bosse en RVB et je peux vraiment m'autoriser toutes les couleurs du monde. C'est très agréable d'ailleurs d'avoir des trucs vraiment qui flashent. Quand ton espace de travail est directement en CMJN, le logiciel te bride les couleurs qui ne sont pas imprimables. De fait, voilà, t'étais limité dans ton choix de couleurs à la base et donc tu sais que tout ce que tu peux prendre sera imprimable. Et du coup, c'est le cas. Tu vois, je m'étais fait avoir une fois. Sur Shangri-La, il y a un passage en nuance de bleu à un moment. Et ça, j'avais pas conscience que, en impression, on voit peu les nuances dans le spectre du bleu, et de telle sorte que tout est du même bleu, alors que sur mon écran, c'était pas le cas. Donc, je le referai plus. Tu vois, du coup, il y a pas ça dans CyanogenMe, il y a pas ça dans Carbone et Silicium. Mais pour autant, autrement, voilà, normalement, tout est imprimable. Moi, le truc, c'est souvent que mes couleurs sont bouchées, c'est-à-dire qu'elles sont sombres. En plus, là, je voulais vraiment quelque chose d'assez minéral, d'assez terreux aussi dans certaines ambiances. Mais encore une fois, voilà, ça, c'était le travail de Yuck, de ramener de la lumière dans tout ça. Et justement, c'est une de mes dernières questions, mais parce qu'il y a une scène qui m'a interrogé à la 3e relecture de ton album. À un moment, ils sont en recherche de la station météo et ils passent, je crois que ça dure une planche ou deux, ils passent dans un endroit où il y a une petite clairière justement qui est pleine de soleil, toute bleue, toute en couleur, et en fait ils traversent une tempête et en fait ils passent dans cet instant d'éclaircie et ils continuent après dans la tempête, qui est pour moi, je sais pas, pour moi ça, il y a une scène dans le château dans le ciel qui est exactement comme ça en fait, où ils passent, ils sont dans la tempête, ils voient le château puis ils repartent dans la tempête. J'y avais pas pensé, mais exactement, je l'ai en tête maintenant, effectivement. Tu vois, mais par contre, ma vraie question c'était, mais pourquoi à ce moment-là ils s'arrêtent pas? Parce que t'as l'impression que c'est tranquille, il y a de l'eau et t'as l'impression que c'est une sorte de coin de paradis, et je me suis dit à un moment, est-ce qu'ils auraient pas eu l'idée de pouvoir s'installer là aussi, parce que quelque part c'est un endroit où la fuite en avant ne serait potentiellement plus nécessaire. Mais parce que c'est le mot nord de la monade, elle est toujours en mouvement. Je sais bien, mais un mot d'ordre, ça peut aussi tu vois, on peut changer d'avis ou de direction. En tout cas, dans ma tête, c'était vraiment la monade, elle est toujours en mouvement parce que s'opposer, parce que l'immobilisme, ça crée la même société sclérosée que il et elle ont voulu quitter. Donc il y a ce truc de ah oui, mais il existe des îlots un peu paradisiaques, c'est incroyable. On en a un bref aperçu. Mais la monade s'y arrêtera jamais parce que sa mission, et tu vois, c'est parce que autrement, tu vois, s'ils arrêtaient, ça allait en contradiction avec le message du livre, quoi, tout bêtement. Donc non, il fallait qu'il ne fasse que passer. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient s'y arrêter, ou c'est juste un... Oui, complètement. C'est un peu ce qu'on voit alors pour le coup plutôt dans le codex que j'ai fait, qui montre différentes monades qui sont seulement évoquées dans la BD et qu'on voit dessiner. C'est vraiment montrer que en fait chaque monade a son système de vie qui lui est propre, quoi. Et donc il y en a qui fonctionnent pas du tout comme le Cherche Midi fonctionne. Et alors, parce que justement, au sein de toute la BD, t'as différents autres noms de monades qui sont abordés. Donc, tu pars d'un codex qui est là un peu pour faire une sorte de mini artbook, en fait, de tout le world building que t'as pensé à faire. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration de ne pas forcément avoir tout exploré, tous les aspects de ce monde? Et la question un peu naïve, ce serait de dire, est-ce qu'il y aura une suite ou un spin-off? Mais alors qu'on sait que non, en tout cas par l'instant. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu dis, putain, quand même, j'ai passé tant de temps à bâtir tout ça,
Et il y a quand même une partie des endroits qui sont intéressants, très certainement aussi à explorer, mais que tu ne le feras pas. Est-ce que tu arrives à dire aussi, bon, bah, c'est pas grave. Mais si, complètement. Et d'ailleurs, c'est la première fois que ça me le fait où vraiment, ouais, j'ai envie de rester dans l'univers parce qu'il est cool et qu'il y a d'autres choses à explorer. Ouais, ça m'était pas arrivé jusqu'à présent. Mais effectivement, non, il y aura jamais de suite parce que je fais pas de suite. Et en même temps, parce que, et on en parlait, enfin, tout ce qui compte, c'est la musique du livre. C'est vraiment le rythme. Et, enfin, tu vois, il faut jamais qu'il y ait de gras dans une BD, quoi. Enfin, jamais rien d'inutile. Et même dans une BD où on l'évoquait au début, il y a des passages qui auraient pu sauter, ça aurait pas changé l'intrigue principale, le passage sur la fin de vie, ou même ce passage où ils sont à la recherche de neige et ils passent. Oui. Donc voilà. Tu vois, enfin, et ben pour autant, non, je considère que c'est pas du gras et qu'il y en avait besoin pour la compréhension générale de ce que j'avais envie de raconter. Et donc tout ce que j'ai pas mis, effectivement, j'aurais aimé vous montrer d'autres monades et d'autres manières de vivre, c'était en trop, donc ça avait pas sa place et point, quoi. Faut faire son deuil de ça, quoi, en tout cas. Donc c'est quelque chose qui ne vivra que dans ta tête éternellement, ou dans un carnet de croquis peut-être. Ouais, voilà. Dans des notes de recherche. Ouais, moi, c'est le codex, il a tout de suite été envisagé comme un petit à côté à la bande dessinée, mais tu vois, moi j'aurais voulu même faire un truc plus conséquent que 32 pages. Ouais, après, bon, le truc c'est que t'es très rapidement happé par d'autres projets et que je sais que probablement que j'aurais pas le temps de m'y mettre sérieusement. Mais ouais, il y avait cette envie de faire une petite encyclopédie du monde qui trotte un peu dans la tête quand même. Dans un artbook The World of Silent Jenny, carrément, avec parce que tu as eu plein d'inspirations multiples en fait pour les designs, c'est qu'on a même pas forcément abordé, mais dans les costumes de chacun, j'ai eu le plaisir de présenter justement un peu ces dessins du codex à la Japan Expo et d'avoir des influences vraiment multiples en fait là-dedans. C'était quoi un peu toutes ces recherches, t'es allé chercher ça où? Il y a de tout. Il y a les combinaisons de plongée et les scaphandriers, il y a Death Stranding, il y a Nausicaa, il y a des linceuls pour les pénitents, il y a je pense qu'on peut même trouver un peu de Star Wars dans les casques des enfants. Enfin, tu vois, il y a même des microïdes un peu Stormtroopers par moment, je dirais. Ouais, c'est possible. Ouais, plus scaphandre quand même dans l'histoire. Ouais, enfin là je m'étais vraiment plus inspiré effectivement, et puis des combinaisons un peu moulantes de plongée, quoi. Donc le but de toute façon c'était vraiment plein d'être multi-influence, quoi. C'est vrai que l'architecture, on a un peu de brutalisme aussi. Il y a des choses qui renvoie aussi aux troglodytes, enfin tu vois, aux constructions dans la pierre qu'on peut trouver à Petra en Jordanie. Enfin, pour vraiment plein de trucs différents. Et c'est compliqué de réussir à bâtir l'univers en restant cohérent avec tant d'inspirations multiples. C'est une très bonne question et j'ai pas de réponse à cette question, dans le sens où quel est le bon dosage pour ne pas être de mauvais goût. Enfin, tu vois, pour pas en faire trop, pour pas faire un gloubi-boulga de trucs informes. Et je ne sais pas. Je pense que là, c'est l'instinct vraiment. C'est le truc de, là, il faut que ça aille jusque là. Il faut pas aller plus loin que ça dans cet enchevêtrement de références. Mais aucune idée. Très bien. Et donc, pour terminer, juste, quelle a été la séquence que tu as préféré dessiner dans Silent Jenny? Parce que, sur 300-ish pages. J'imagine qu'il y en a une qui t'a fait vraiment particulièrement plaisir. Est-ce que tu peux nous dire laquelle c'est? Et ce qui est dommage pour toute la production du livre, ce sont les 12-13 premières pages qui m'ont le plus fait plaisir de faire, et principalement en fait parce que l'envie c'était d'avoir une séquence très courte, sans parole ou quasiment sans parole, qui encapsule la totalité du monde qu'on allait explorer ensuite par la suite. Donc on a Jenny qui explore l'inframonde, qui se fait courser par des microïdes calcinés et calcifiés, pardon. Ouais. Calcinés, ils sont là, les pauvres, oui. Calcifiés. Pourtant, tu connais mieux le lore que moi. Calcifiés, qui du coup, on comprend le rapport d'échelle, le côté, la technologie qui permet de rapetissir et d'agrandir. Elle prend son char à voile. On a les paysages désolés, beaucoup de minéral.
et puis la monade en fond qui arrive et qui devient immense, quoi. Et puis vraiment, voilà, arriver en termes de narration à avoir un truc bien fluide qui s'enchevêtre bien pour montrer tout ce monde-là en quelques pages, c'était très satisfaisant. Puis ça part aussi du principe du fait que si tu veux capter ton lecteur, faut que en l'espace de 10 pages ou en tout cas à moins de 10% de la taille totale de ton album, il faut que tu aies réussi à le faire, quoi. Donc tu l'aurais pas, ça c'est pas quelque chose que tu referais différemment, quoi. Non, non. Mais pour chacune des BD que j'ai fait, en fait, vraiment, ce qui est dur ensuite, c'est de faire tout le reste. Mais alors, imaginez des débuts d'histoire, tous les jours j'en mange, hein. Vraiment, c'est trop cool. Très bien. Bon, en tout cas, merci encore une fois, Mathieu, de m'avoir accordé de ton temps pour aller explorer cette fois-ci vraiment plus en profondeur Silent Jenny sur son histoire systématique et son univers. On espère en tout cas que ça vous a plu à ceux qui nous ont écoutés dans cet épisode, et on vous invite, si ce n'est pas fait, à explorer également les 3 épisodes de making of qu'on a fait autour de l'album. Et puis ma foi, eh bien j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler dans un peu de temps quand même pour ce fameux projet de Dark Fantasy qui pour l'instant n'en est qu'à ses débuts. Exactement, merci Arnaud.